Il y a un vrai enjeu de temps pour les chefs d'entreprise qui se retrouvent souvent complètement sous l'eau. Quelle est pour toi la définition de la liberté? Et je suis tombée, je pense, dans le piège dans lequel beaucoup de chefs d'entreprise tombent, qui est de travailler en se disant il faut faire les heures pour mériter de réussir. On m'a vendu un idéal de, tu vois, tu fais tes études, tu vas bosser, tu auras une bonne situation. Et en fait, ils se retrouvent à 35-40 ans et ils se disent, putain, en fait, je vois pas mes enfants grandir. Et au bout d'un moment, j'ai fait le constat que malgré toutes les heures de travail que je faisais, j'avais pas les résultats que je voulais d'un point de vue ne serait-ce que financier dans un premier temps. Et encore moins les résultats que je voulais en termes d'équilibre de vie. Si t'es fier de dire que t'es débordé et que cette fierté-là, elle est plus importante que la contrainte que tu ressens à pas forcément avoir le temps pour faire ton sport ou d'autres trucs, bah tu vas continuer à être débordé. Est-ce que je peux faire les travaux moi-même? Tu peux faire les travaux toi-même. Sauf qu'il y a la notion de coût d'opportunité que tu dois prendre en considération. Leur problème à eux, c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est qu'ils travaillent sur les mauvais sujets. Oh waouh! S'il y a un podcast dans lequel je peux entendre cette question, je pense que c'est le tien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Spartacus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laura Mabille, qui est entrepreneur, investisseuse et qui m'a accompagné en 2020 et également en 2024 dans la structuration de mon organisme de formation. Laura est spécialisée dans tous les sujets de structuration, organisation, optimisation de son temps. C'est une personne vraiment super intéressante, très pro, très intelligente, qui a beaucoup de choses à partager. Et je lui ai proposé de venir parler avec moi du sujet de la liberté autour du temps, notamment de la gestion du temps, de sa propre organisation dans ce podcast, ce qu'elle a très gentiment accepté. Donc vous allez voir, il va y avoir énormément de valeur et on va bien se marrer dans ce podcast. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Hello, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, le grand honneur d'inviter une amie, Laura Mabille, une personne qui m'a beaucoup aidé en 2020 lorsque je voulais structurer mon entreprise, mon organisme de formation. Bonjour Laura et bienvenue sur le podcast. Hello Yoni, trop contente d'être ici, surtout avec une belle entrée en matière comme ça. Et Laura, sachez que c'est une personne qui m'a énormément aidé donc en 2020 et qui est spécialisée dans la gestion du temps, l'optimisation du temps, la structuration de son emploi du temps des entreprises. Est-ce que c'est une introduction qui te convient? C'est une définition qui te convient? Qui me convient tout à fait, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu... Il y a un vrai enjeu de temps pour les chefs d'entreprise qui se retrouvent souvent complètement sous l'eau dans ce qu'ils font. Et le but, enfin moi le but en tout cas quand j'ai créé mon entreprise, c'était de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir organiser mon temps comme je le voulais, travailler sur des projets qui me passionnent. Et le problème, c'est que la partie organiser son temps comme on veut et profiter de la vie, elle est souvent laissée de côté quand on avance un petit peu dans l'entrepreneuriat. Donc, Justement, pour remettre du contexte aux personnes qui écouteront cet épisode, toi, t'as quel âge? J'ai 32 ans. Est-ce que tu en es sûr? Oui, c'est bon. J'ai vérifié, c'est C'est bon. bon, 32. Et quand tu as lancé justement, tu vois, quand tu as lancé cet accompagnement, enfin, en tout cas, quand tu t'es passionné pour ces sujets, tu avais quel âge? Ça a été quand j'ai commencé dans la vie active, donc j'ai dû commencer. Moi, j'avais commencé à bosser en parallèle de la fin de mes études, mais j'ai commencé en tant que freelance. Et dès que j'ai été à full time en train de travailler, je sais plus, je devais avoir 22, 23 ans. Et ça a été des débuts chaotiques. Même si l'idée initiale, c'était faire des choses que j'aime, organiser mon temps comme je l'entends, toujours avoir du temps pour moi et pour les gens que j'aime. Je suis tombée, je pense, dans le piège dans lequel beaucoup de chefs d'entreprise tombent, qui est de travailler en se disant c'est ce qu'il faut y aller, faut montrer qu'on en veut, il faut faire les heures pour mériter de réussir et ce genre de choses-là, quoi. Il y a eu un déclic ou c'est un truc qui s'est fait un peu progressivement? Euh, Il y a eu un premier déclic, enfin un déclic majeur, ça a été que justement j'ai gardé ce rythme de travail pendant un certain temps et au bout d'un moment j'ai commencé à entendre des personnes autour de moi qui me disaient bah, Laura, on ne te voit plus, t'es jamais là, quand on t'appelle t'es jamais dispo, t'es toujours à cran un petit peu. Mais ça, c'est toujours vrai par contre. Ah non. Parce que vous connaissez pas Laura, mais moi j'ai son numéro et je peux vous garantir qu'elle répond jamais. Arrête, t'es une des personnes auxquelles je réponds justement, mais je réponds pas à tout le monde, c'est vrai, je reconnais.
Qu'est-ce que ça doit être pour les autres alors? Ben, te moque pas. Non, justement, quand j'ai des moments focus, je suis vraiment focus au point de ne pas forcément répondre aux messages qu'on peut m'envoyer. Je reconnais. C'est, euh, c'est un dommage collatéral, on va dire. Alors justement, parlant de focus, on a eu un pré-échange avant dans lequel on parlait du fait que aujourd'hui on a énormément de technologies à disposition et qui sont censées nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps, enfin voilà, avoir plus de temps libre et tout ce genre de choses. Et en fait, les gens se retrouvent à avoir cette sens, enfin, je sais pas si c'est, tu vois, factuel ou si c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que les gens se plaignent, en tout cas de manière assez générale, de plus avoir de temps libre. Clairement, et effectivement, il y a un livre qui en parle, aborde un petit peu ce sujet-là. Ça s'appelle 4000 Weeks. Il n'est pas encore traduit en français, mais je pense qu'il va arriver, de Oliver Burkeman. Et il dit, c'est marrant parce qu'à une époque où on a des applications qui sont pleines de recettes, des fours micro-ondes qui te permettent de préparer des fois à manger encore plus facilement, des machins, des plats surgelés. Voilà, c'est très domestique les exemples que je donne, mais on a plein d'outils. On n'a jamais eu autant d'outils pour nous faire gagner du temps. On a l'impression qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps dans la pratique. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe un petit peu sur un autre plan, je pense, à comprendre pour voir pourquoi on en est là, quoi. Et qu'est-ce qui se joue? Enfin, alors, ça, c'est vraiment ton avis sur la question par rapport aux personnes que tu peux accompagner. Mais qu'est-ce qui fait que justement les personnes ont de moins en moins de temps aujourd'hui? Je pense qu'il y a pour moi, un des coupables, quelque part là-dessus, s'il faut désigner un coupable, c'est on baigne encore plus aujourd'hui dans cette culture un petit peu de il faut travailler dur, le truc un peu hard work, les hustle à la Gary Vaynerchuk, les no pain no gain, tous ces slogans un petit peu très culture du travail, allez-y on y va et on compte pas les heures et machin, ça nous pousse à des fois penser plus quantité que qualité en fait. Et on a l'impression que c'est en étant justement en faisant des gros horaires qu'on va réussir, peu importe ce qu'on est en train de faire dans la journée. Et en fait, le problème c'est que ça marche pas systématiquement comme ça, quoi. Ouais. Donc ouais. Et, ok. Et j'ai complètement, du coup, chamboulé le début que je voulais donner à cette interview, et c'est pas grave, mais je voulais te demander justement quel est, comme le sujet du podcast, c'est la liberté et les armes pour défendre sa liberté ou la retrouver. Quelle est pour toi la définition de la liberté? La définition, en tout cas pour moi, et qui est importante dans ma vie de la liberté, c'est de pouvoir passer mon temps sur les projets qui sont les plus importants et avec les personnes que j'aime. Et j'ai même envie de dire, dans l'ordre, je devrais dire avec les personnes que j'aime et ensuite sur les projets les plus importants, parce que j'ai construit beaucoup de choses dans mon entreprise aujourd'hui sur les dernières années pour m'assurer qu'en fait, l'entreprise ne vienne jamais cannibaliser un petit peu, on va dire, ma vie et m'empêcher de passer du temps voilà, avec les personnes qui sont les plus importantes et du temps pour moi, etc. Donc, ma définition de la liberté, elle est très orientée autour du temps et autour d'avoir le temps pour faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, quoi. Je rebondis parce que ça va sans doute parler à pas mal de personnes dans le public des gens qu'on forme sur la thématique immobilière. Souvent, les gens qui viennent chez nous ne sont pas des personnes qui vont chercher, tu vois, l'enrichissement, le truc, la belle voiture, nanana, mais plutôt, en fait, ils ont cette sensation de on m'a vendu un rêve, enfin, en tout cas, on m'a vendu un idéal de, tu vois, tu fais tes études, tu vas bosser, tu auras une bonne situation, et après, ça va bien se passer. En fait, ils se retrouvent à 35-40 ans et ils se disent, putain, en fait, je vois pas mes enfants grandir. Et ce qu'ils veulent retrouver en tout premier lieu, c'est la maîtrise de leur temps. Ben, on est, enfin, moi, ça correspond aussi aux personnes que j'ai l'habitude d'accompagner dans ce que je fais, et c'est ce que j'ai vécu aussi, quoi, sans avoir les enfants. Mais euh, je pense qu'effectivement, il y a un vrai, on a plus tendance à suivre de base qu'est-ce qui va faire qu'on est valorisé au niveau un petit peu dans le mode de travail de notre société, dans la société dans laquelle on est, donc un certain taf, certains horaires de travail qui montrent qu'on a réussi, un petit peu ces critères extérieurs, et on a tendance à oublier, en fait, on va s'en rendre compte par la pratique en travaillant pendant X années, que en fait, si on n'est pas attentif, on passe à côté de ce qui est le plus important, quoi. Il y a un bouquin qui est génial, que je cite souvent, qui est les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Je sais pas si tu connais, c'est une infirmière en soins palliatifs australienne qui a écrit ce bouquin-là après avoir échangé avec X personnes justement qui étaient en fin de vie. Le premier regret
Je crois que je regrette de ne pas avoir vécu la vie que moi j'avais envie de vivre, mais d'avoir vécu la vie que d'autres personnes attendaient de moi. Et le deuxième regret qui revient le plus souvent, c'est je regrette d'avoir travaillé si dur. Je pense que les deux sont pas mal liés. Et donc les gens ceux qui nous écoutent et qui se sentent concernés par ça, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ok. Et justement, en parlant de ton propre exemple, justement, tu disais que tu avais mis en place des stratégies pour pouvoir justement vivre en adéquation avec ce principe et avec ces priorités, ces choses qui sont importantes pour toi. Quelles sont les mesures que tu as prises, les dispositions que tu as pu prendre pour justement protéger cet ordre de priorité? Alors, si je refais un peu l'historique, moi, de l'évolution depuis le moment où donc j'ai commencé dans la vie active en faisant toutes les erreurs possibles quand on est chef d'entreprise, parce que je me disais, voilà, il faut que j'y aille, il faut que je travaille dur, machin et tout. Donc, je l'ai fait pendant un temps. Et au bout d'un moment, j'ai fait le constat que malgré toutes les heures de travail que je faisais, j'avais pas les résultats que je voulais d'un point de vue ne serait-ce que financier dans un premier temps. Et encore moins les résultats que je voulais en termes d'équilibre de vie. Juste pour repréciser, c'était quoi ton activité à cette époque? Je travaillais en tant que freelance à l'époque. Je travaillais sur des missions de communication avec des startups et des petites entreprises. Donc, c'était du freelance sur de la création de contenu, des stratégies de contenu, du mailing, des trucs comme ça, quoi. Et donc, à cette époque-là, donc je travaillais énormément, pour assez peu de résultats financiers par rapport à ce que j'aurais aimé, encore moins de résultats en termes de liberté. Et c'est après avoir travaillé sur ce rythme-là pendant un certain temps et être vraiment arrivé à un constat de ok, il y a quelque chose que je fais qui fonctionne pas, que là j'ai commencé à m'intéresser à ok, donc j'ai ni le rythme de vie que je veux, ni les résultats financiers que je veux. Pourtant, je travaille énormément. Donc, qu'est-ce que je dois changer pour arriver à rééquilibrer les choses? Et les deux premiers éléments que j'ai changés, alors quand on a une activité, et je pense que tu es peut-être passé par là aussi, où on s'organise seul, c'est très facile de pas forcément se fixer de limites, de se dire je travaille quand je veux, machin et tout, c'est génial. La première chose que je suis venue faire, c'est juste de me donner un cadre de travail, tout simplement, de me dire voilà, a priori je travaille de X à X heures, de juste donner un cadre léger là-dessus. Mais ça c'est assez basique. Et la deuxième chose, ça a été de commencer à faire le tri en fait un petit peu dans tout ce que je faisais. Il y avait clairement des choses qui m'amenaient des résultats, d'autres choses qui n'en amenaient pas. C'est un peu le principe de venir définir ses priorités, de venir identifier quelles sont les actions qui nous amènent le plus les résultats qu'on cherchait à avoir, quelles sont les actions qui, même si d'autres personnes les font, même si ça semble important parce que tout le monde le fait, si elles nous amènent pas les résultats, qu'on arrête de faire ou qu'on diminue, sur lesquels on diminue son temps. Donc pour moi, concrètement à cette période-là, il y a eu j'ai commencé à repenser ma charge de travail en identifiant vraiment qu'est-ce qui m'amenait les résultats financiers que je voulais, les types de projets, etc. J'ai commencé à faire attention à toutes les sources de distraction, d'interruption, de sollicitation, donc les messages qu'on peut recevoir. C'est à partir de ce jour-là que tu as arrêté de manière définitive et complètement transversale de répondre au téléphone. J'ai cette réputation effectivement d'être difficilement joignable. C'est vrai que ça vient en partie de ça, mais bon, au final, c'est vrai qu'il y a une toute petite partie de moi qui culpabilise, mais une autre partie qui se dit, mais en fait, je peux pas faire l'inverse, quoi, tu vois. Donc effectivement, toutes les sollicitations, que ce soit les emails, le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, que ce soit parce que les gens viennent nous solliciter ou parce qu'on a envie d'aller faire autre chose, on a tellement de sources d'interruption dans nos journées qui nous coûtent un temps de dingue. Pour l'info, ça je l'ai appris plus tard, mais il y a une étude qui montre qu'il nous faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver notre niveau de concentration après avoir été interrompu pendant plusieurs minutes. C'est une étude de l'université de Irvine en Californie et d'Humboldt en Allemagne. Et en fait, la plupart des gens, je pense aujourd'hui, s'ils viennent multiplier 23 minutes par le nombre de fois où ils sont interrompus dans la journée, tu te rends compte qu'on n'est jamais pleinement concentré. Petite parenthèse là-dessus. Donc, je suis venue récupérer beaucoup de temps en venant avoir des créneaux de travail en étant bien concentrée sur ce que je faisais et des créneaux où je pouvais aller checker différentes messageries, etc. Et un troisième point qui déjà à cette étape-là m'a aidée, ça a été de tout simplement venir prendre un peu de recul sur comment j'organisais mon temps. Avant, je démarrais la journée avec une liste de tâches flippantes en me disant il faut que j'en tacle le maximum, je vais jamais m'en sortir sinon, avec cette pression et ce stress-là à se mettre des to-do list à rallonge
que au final, j'arrivais jamais à tenir. Et je suis venue planifier ma semaine avec une technique que j'ai améliorée au fur et à mesure des années. Et maintenant, ça fait plus de 7 ou 8 ans que j'ai cette technique-là et que j'utilise religieusement cette technique pour m'organiser sur la semaine. Donc, on pourra éventuellement creuser sur ça si ça t'intéresse. Mais déjà, voilà, première étape à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait pour reprendre le dessus? Ça a été ça. Après, il y a eu d'autres étapes parce que l'entreprise a continué à se développer. Il a fallu utiliser d'autres leviers. Mais déjà, ça a été le point de base. Donc, première chose, où est-ce que ton temps passe? Enfin, où est-ce qu'il passe? Où est-ce qu'il y a des fuites, en gros? Et puis essayer de couper au maximum. Voilà, fermer les robinets, quoi. Oui, clairement, il y a de ça. Déjà, les fuites, je pense que le plus, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent peut-être, enfin, s'il y en a qui sont sollicités à outrance, justement, téléphone, etc., machin, messagerie, une des choses peut-être les plus simples qui peut donner des résultats le plus long terme, c'est de venir faire en sorte de baisser le curseur là-dessus. Il y a des applications qui existent, il y a des choses, on peut venir creuser aussi sur ça éventuellement, mais ça peut être un point de départ relativement simple à mettre en place. Ouais, enfin, il y a pas si, il y a quelques jours, on était ensemble en formation et franchement, il y a un gars dans le putain, son ordinateur, s'il avait une notif toutes les 2 secondes, mais c'était l'enfer. Et en fait, il y a des gens qui passent leur vie, en fait, ils ont à côté d'eux, à 30 centimètres d'eux, un téléphone, un truc qui vibre, qui sonne, machin. Mais comment c'est possible, en fait? Comment tu peux te concentrer et produire quelque chose de valeur dans ces conditions-là, quoi? Tu peux pas te concentrer, numéro 1. Alors déjà, il y a un truc sur l'impact que ça a sur ton temps et sur ce que tu peux produire dans ta journée dans des moments où tu as décidé de faire quelque chose d'autre que de regarder ton fichu portable à ce moment-là. Mais en plus de ça, il y a un documentaire sur Netflix, je crois qu'il est toujours The Social Dilemma, je sais plus comment ils l'ont traduit, qui montre en fait à quel point certaines applications sur nos téléphones, celles des réseaux sociaux par exemple, sont créer toute la mécanique et toute l'analyse psychologique qu'il y a derrière pour faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Donc déjà, Ah, c'est évidemment... derrière vos écrans de fumée. Oui, Derrière voilà. vos écrans de fumée. Génial. Merci. Et donc juste quand on voit ça, non seulement effectivement ça nous coûte du temps à l'instant T, mais quand on voit un petit peu le côté sans vergogne que peuvent avoir certaines entreprises sur le fait d'accaparer le plus possible de notre temps et de notre attention, ça, en général, enfin moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça m'a encore plus motivé à me dire, bah, non, je tombe pas dans le panneau, quoi. Cette fois-ci, je réponds plus à personne. Cette fois-ci, c'est décidé. Adios. Ok. Et justement, pour continuer à parler d'entrave à la liberté, est-ce qu'il y a, enfin, outre ces trucs-là, qu'est-ce qui représente pour toi aujourd'hui une entrave à la liberté des personnes, des individus ou des entrepreneurs? En vrai, il y a plein de choses, mais sur ce qu'on peut, moi, sur ce sujet du temps, je pense que les personnes qui se bloquent le plus dans la liberté qu'ils peuvent obtenir, c'est nous, en fait. C'est nous quand on est dans des fois dans cet état d'esprit où on se dit il faut travailler dur pour réussir, il faut que je fasse certaines horaires comme ça, il faut que des fois on s'enferme un petit peu dans un rythme parce qu'on a l'impression que c'est le rythme qui est nécessaire pour réussir alors que c'est pas forcément le cas. Donc déjà il y a un premier niveau, je pense, d'état d'esprit et de croyance qu'on peut avoir par rapport à ça qui nous pousse à rester dans une logique où on travaille beaucoup plus que ce qui est nécessaire et que ce qu'on veut dans notre quotidien. Parce que on se sent valorisé aussi. Moi, j'ai été valorisée, je me suis sentie valorisée par ça à l'époque où je te disais que je travaillais énormément. Quand il y avait quelqu'un qui me demandait comment ça va, machin, je disais écoute, je touche pas terre, franchement, je travaille beaucoup, je suis débordée. Projets, je suis débordée, voilà. Mais quelque part, j'étais fière de dire que j'étais débordée. Et ça, c'est un truc tout bête, mais quand t'es fier de dire que t'es débordé, tu peux te plaindre de pas avoir assez de temps pour toi à côté. Si t'es fier de dire que t'es débordé et que cette fierté-là, elle est plus importante que la contrainte que tu ressens à pas forcément avoir le temps pour faire ton sport ou d'autres trucs, bah tu vas continuer à être débordé. Et tu peux venir mettre toutes les techniques que tu veux pour mieux gérer ton temps. Tu vas continuer à re-remplir ce temps-là avec davantage de travail. Donc je pense qu'il y a déjà un niveau où il faut qu'on arrive à sortir de cette culture du hard work, du travail dur, vas-y, dans laquelle on nous plonge en règle générale pour venir se sortir de là. Attends, je vais te challenger là-dessus. Ouais. Parce que, en fait,
je me dis, pour une personne qui écoute, tu vois, qui est peut-être salarié ou freelance, a lancé une activité, en est plutôt à ses débuts, tu vois, en fait, moi, je me mets à cette place et je me dis, bah, en fait, ouais, Laura, elle est bien sympa, elle me dit qu'il faut travailler moins, mais elle, ça y est, elle a une entreprise qui tourne, donc il y a du chiffre, il y a un truc, il y a de la récurrence, elle a pu s'entourer, elle a pu de machin, donc en fait, elle me donne des conseils vu de sa position. Euh, Moi, j'ai pas le luxe, en fait, d'appliquer ses conseils. Ok. Euh, Il y a sur une petite partie de ce que tu me dis là, je suis ok avec le fait que dans la mesure où tu es en démarrage d'activité, euh, il faut y aller quoi. Il doit y avoir une impulsion initiale, ne serait-ce que pour te lancer, découvrir les choses, tester des choses, apprendre et itérer derrière. Mais assez tôt, tu vois, on accompagne des chefs d'entreprise qui sont des fois en démarrage d'activité. Et ils passent un temps considérable parfois à travailler. Ils n'ont pas les résultats, comme ça a été mon cas, ils n'ont pas forcément les résultats financiers qu'ils veulent. Leur problème à eux, même s'ils sont en démarrage d'activité, c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est qu'ils travaillent sur les mauvais sujets, souvent. Et souvent, on se voile un petit peu la face en se disant non, mais je fais les heures qu'il faut, etc. Mais tu viens pas travailler sur les trucs qui te challenge. Je prends un exemple. Ceux qui viennent travailler, qui vont te dire ah oui, oui, je travaille, machin, ils font peut-être beaucoup de choses dans la journée, mais beaucoup de choses qui sont pas forcément ce qui va avoir un impact pour le résultat qu'ils veulent avoir. Alors que, comme ça a été mon cas, si ton but, c'est de venir peut-être développer justement ton activité parce que tu es en démarrage, les choses les plus importantes que tu dois venir faire, c'est de la prospection, par exemple. C'est d'aller chercher de nouveaux clients. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent énormément, mais ce truc qui est le plus important, ils le font pas parce qu'ils procrastinent de façon un petit peu active dessus. Et après, derrière, on se voit... Et je dis pas forcément que c'est le cas pour tout le monde. Moi, je vois que c'est quand même un certain volume de personnes qu'on accompagne. Je me reconnais aussi tout à fait là-dedans et j'ai fait ça. De se dire, ah, mais je travaille dur, je fais ce qu'il faut, mais un petit peu de se voiler la face parce qu'on ne travaille pas forcément sur les sujets qui sont ceux qui sont les plus importants et qui vont nous permettre d'aller là où on veut aller, quoi. Ouais, donc enfin, je vous ai promis qu'on aurait de la grosse valeur ajoutée dans cet épisode, donc on pourrait synthétiser le conseil après avoir un petit peu fait la cartographie de comment on dépense notre temps, c'est de se dire attends, ok, je le dépense, mais est-ce que il est dépense effectivement et je le dépense intégralement, donc je suis débordé, je Oui. travaille beaucoup, mais est-ce que en fait je le dépense au bon endroit? Et si je peux faire un petit parallèle avec les personnes que je forme sur l'activité, tu vois, immobilière, certains me disent bah est-ce que je peux faire les travaux moi-même? Est-ce que c'est pertinent? Je peux te dire, mais tu peux, en fait, tu peux faire les travaux toi-même. Sauf qu'il y a la notion de coût d'opportunité que tu dois prendre en considération. Tu vas travailler dur, tu vas faire tes travaux. Ok, super. Donc tu vas dire, ouais, je m'investis pour mon activité, mon indépendance et ma liberté. Génial. Ouais. Sauf qu'en fait, arrivé à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, t'es rincé parce qu'en fait, t'as trimé comme un malade. Et en fait, t'as effectivement pas prospecté pour faire le parallèle avec ce que tu as dit. En fait, si ce qui alimente la machine, c'est la prospection, c'est là-dessus que tu dois mettre le gros de ton énergie et pas sur, tu vois, répondre à des mails ou à des trucs comme ça. Mais ça a son importance, mais il faut, voilà, prioriser, quoi. Exactement. Et ça demande juste des fois d'être, bon, de se poser, d'analyser les choses et d'être un petit peu honnête avec soi-même. Moi, je vois et encore une fois, je suis la première à pouvoir faire ça. Si j'ai eu besoin de tous ces outils et de m'organiser, c'est parce que vraiment, je coche toutes les cases un petit peu de la personne qui fait pas ce qu'il faut sinon. Moi, tu vois, sur un sujet comme l'immobilier, on investit en immobilier avec mon mari. Heureusement que c'est lui qui drive cet effort-là, parce que moi, je serais celle qui me regarde quantité de formation et que ta formation, je me la regarderai en boucle encore et encore et encore et encore. Mais par contre, pour aller faire les visites, pour aller faire des offres, etc., ça me ferait tellement flipper que du coup, je me dirais, ah non, 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 je vais encore un petit peu bosser, faire un peu plus de recherche et tout, peut-être que j'ai pas, tu vois, enfin, et, euh, et donc oui, effectivement, il y a un vrai enjeu à identifier quel est le résultat. En fait, c'est quel est le résultat que vous voulez obtenir et quelles sont les actions qui vont le plus vous amener ce résultat-là. Et de s'assurer que ces actions-là, vous leur mettez une place privilégiée dans votre semaine, par exemple. Si on touche un petit peu au sujet de la planification de la semaine, selon l'étape dans laquelle vous êtes, selon le résultat que vous voulez atteindre, quel résultat vous voulez atteindre, quelles sont les actions qui vont le plus vous amener ce résultat-là, et de programmer ces actions-là dans votre semaine. Et
perso, pour rajouter une tape là-dessus, pour ceux qui disent oui, mais moi aussi je programme, des fois je verrouille des créneaux dans ma semaine pour faire les choses importantes et tout, mais je les respecte pas forcément, ou il y a toujours d'autres choses plus urgentes qui passent devant. Moi, un truc qui fait la différence, c'est que les actions les plus importantes, souvent, ce sont celles sur lesquelles, perso, je peux procrastiner le plus. C'est quelque chose qui arrive aussi pour pas mal de personnes. T'as un exemple? Euh, exemple, faire le programme, on va dire, le plan le marketing d'un nouveau produit qu'on va sortir. C'est quelque chose qui est capital, c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle source de revenus quelque part pour l'activité, c'est énorme. Mais du coup, ça implique de vraiment voir qu'est-ce qu'on fait pas pour ce nouveau produit-là. Ça, c'est un truc qui est pour moi dans mes priorités. Et ça, cette action-là, si je la programme en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, c'est mort, c'est quasi sûr que je vais pas la faire. Parce que fin de semaine, parce que j'ai déjà donné en énergie, en prise de décision, en discipline, etc. sur le lundi, le mardi, le mercredi. Fin de semaine, j'ai déjà un pied dans le week-end, je suis en énergie basse, je vais pas le faire. La même action si je la programme le lundi, le mardi, surtout le matin, ou le mercredi encore matin, même action, j'ai rien changé, les chances que je la fasse sont déjà bien plus importantes parce que je suis juste dans une meilleure énergie. Donc, voilà, petit tips, mais Petit vraiment, hack. moi... Non, mais c'est vrai, mais que moi, j'utilise encore aujourd'hui parce que toutes les actions qui sont les plus importantes, je les mets début de semaine, début de journée, parce que je sais que c'est là où je suis la plus efficace. Ouais. Et puis oui, si effectivement vous êtes plutôt du soir ou je sais pas quoi, voilà, c'est pas un conseil qui est universellement applicable. C'est ce qui est bon pour toi, mais à vous après d'identifier le moment de la journée et de la semaine Absolument. où vous êtes bon. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus efficaces la nuit, par exemple. Tu vois, quand les gosses sont couchés, bim, ils ont un regain, tu vois, de concentration, de jus, etc. Donc voilà, faites aussi ce qui est bon pour vous. Complètement, ouais. Il faut venir vous se poser cette question de à quel moment, au final, je me sens le plus efficace, à quel moment j'avance le plus facilement sur ces sujets-là et après adapter les choses à vous. Alors justement, en poursuivant la discussion sur le sujet de la gestion de l'optimisation du temps, est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres méthodes qui soient assez facilement actionnables que tu pourrais donner aux personnes qui vont écouter cet épisode? Oui, on a abordé tout à l'heure l'impact des distractions, en fait, des interruptions, des sollicitations qu'on peut avoir au fur et à mesure de notre journée sur en fait, le degré d'efficacité, de concentration et d'efficacité qu'on a. Concrètement, en fait, ces interruptions-là, ça veut dire qu'une tâche que tu aurais peut-être fait en 1 heure en étant pleinement concentré, vu que tu es sans cesse en train d'être interrompu, de te dire attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire, etc. Tout ça, ça a un coût en termes de temps. Cette tâche que tu aurais pu faire en 1 heure, ça veut dire qu'en vrai, tu l'as fait peut-être en 1 heure et demie, en 2 heures. Et donc ça, mis bout à bout, c'est un temps qui peut, selon le niveau d'interruption auquel on en est, c'est un temps qui peut être considérable, par exemple, ne serait-ce qu'à la fin d'une semaine. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et je disais tout à l'heure aussi qu'il peut y avoir des choses assez faciles à mettre en pratique au départ pour venir justement limiter les choses. Moi, certaines que j'ai mis en pratique à l'époque et que je conserve encore aujourd'hui, c'est le fait de... Bon, évidemment, tu parlais des notifications, supprimer l'essentiel des notifications qu'on peut recevoir, que ce soit sur le téléphone et sur l'ordinateur aussi. Ça peut être carrément de supprimer certaines applications. Alors, il y a des personnes qui prennent peur des fois quand je parle de ça, mais supprimer l'application de Facebook, supprimer l'application des emails, supprimer l'application de LinkedIn, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut aller en mode réflexe. Moi, je sais pas s'il y en a d'autres qui ça fait ça, j'en ai rencontré quand même quelques-uns, mais je suis sur un sujet difficile, qui est important, en train de travailler vraiment sur le truc qui va me rendre fière de moi à la fin de la journée. Et comme c'est chaud et qu'à un moment donné j'en ai marre, mon premier réflexe ça va être de prendre le portable et d'aller scroller sur une application ou une autre pour me changer les idées. Pour éviter de faire ça, c'est pour ça que j'ai supprimé l'application des emails, de Facebook, de LinkedIn. Je peux toujours y aller et on peut toujours y aller en règle générale depuis le navigateur du téléphone par exemple, mais t'as plus ce petit bouton de l'application sur lequel moi, mon pouce va machinalement. Je me retrouve à scroller sur une application et je sais même pas pour comment je suis arrivée là, quoi. Ouais, c'est comme quand moi j'ai la même impression quand tu vois pareil sur un truc, je sais qu'il faut le faire, mais je sais que ça me fait chier. Tu sais, d'un coup,
d'un coup, j'ai un petit creux. Du coup, d'un coup, je me lève pour aller grignoter un truc, tu vois. Et alors, en fait, je pense que c'est le même besoin de se dire, en fait, il y a le cerveau qui cherche une issue de secours. Il est en train de se dire, ouh là là, on se fait chier ici. Allons plutôt, allons plutôt farfouiller dans le placard. Allons plutôt regarder dans le téléphone pour vite avoir un petit shot de dopamine, tu vois, facile, quoi, on va dire. C'est exactement ça. Exactement ça. Et il y a deux approches, tu vois, tu parles un peu du côté bouffe. Je prends l'exemple alimentaire. Quand tu veux manger moins de cochonneries, la meilleure solution, c'est de les enlever, de plus en acheter, de qu'il n'y en ait pas dans les placards. Et l'idée, pour justement limiter les distractions, c'est vraiment quelque part de vider les placards, quoi. Vider les trucs qui sont là et qui viennent clignoter, qui viennent te faire perdre du temps, qui viennent te... Ouais, bref, pour que ce soit toi qui décides quand tu vas consulter ces outils-là, ces applications-là, ces sites-là, et pas eux qui décident de te sortir de ta tâche super importante du jour qui t'aurait fait peut-être gagner encore un petit peu plus derrière pour aller voir qu'est-ce que machin a commenté sur une publication, quoi. Ouais, et puis ne vous fiez pas à votre volonté. C'est-à-dire, ça sert à rien de se laisser la tentation et en fait de se dire ouais non mais en fait c'est là mais t'inquiète si c'est comme le mec qui dit ouais moi mais si je veux je fume pas et en fait il se fait un paquet par jour tu vois. À un moment donné notre volonté elle a aussi ses limites et donc en fait c'est juste pas la peine de la challenger la volonté. De toute façon l'addiction est plus forte, la récompense facile elle est plus forte, on est ainsi câblé quoi. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ça quoi. Complètement. Moi, j'ai très peu. Je pense être quelqu'un avec assez peu de volonté. Et quand tu vois justement dans le docu, derrière les écrans de fumée ou nos écrans de fumée, que je sais plus comment ils l'ont traduit, et que tu vois le niveau de recherche sur les leviers un peu psychologiques sur lesquels ils viennent appuyer pour justement te faire te sortir de ce que tu es en train de faire, tu te dis, ok, volonté out, je viens prendre tout ce que je peux prendre comme aide qui me permet de ne pas avoir à miser là-dessus pour préserver mon temps, quoi. Ouais, il faut que votre temps, ce soit comme, enfin, c'est la relique. Ok, elle est dans un monastère, mais c'est bien de mettre une muraille autour. Et une fois que t'as mis la muraille autour, si tu peux mettre une douve, bah c'est pas mal. Et en fait, oui, c'est ça, l'attention, la concentration, le temps, il faut les protéger comme des biens qui sont super précieux. Et effectivement, si tu sens que, bah, qu'il y a un ennemi qui s'approche, tu vois, bah, de se dire, bah ouais, je mets une douve, je mets une tour en plus, et puis bah, je me dis pas que peut-être les brigands ne viendront pas, tu vois. J'ai l'impression d'être dans Age of Empire, ça me rappelle des souvenirs. Edge of Empires, yeah, motherfuckers. Ok, donc déjà, premièrement, faire le ménage et virer toutes Ouais. les tentations. Faire ménage, virer toutes les tentations, vraiment essayer d'être sincère avec vous-même sur qu'est-ce qui vous amène le plus de résultats par rapport à ce que vous voulez vraiment atteindre comme objectif. Euh, et après, vraiment, il y a un autre point qui, moi, a vraiment changé le début de mes semaines. Quand je le fais pas, je suis stressée. J'ai l'impression d'avoir une foule de choses à faire et je sais pas par quel bout les prendre. Dès que je l'ai fait, 30 minutes plus tard, j'ai un plan d'action et j'ai juste à dérouler sur le reste de la semaine. C'est de juste prendre un temps pour organiser votre semaine. Si organiser votre semaine, ça vous fait peur, bah, c'est peut-être de commencer par organiser une journée. Mais à terme, la semaine, c'est vraiment un bon ratio de temps pour venir s'organiser. Et quelques actions que vous pouvez faire pour commencer, qui, moi, sont tirées vraiment des actions que je fais toutes les semaines là-dessus. Et pour le coup, c'est vraiment un point important qu'on partage à toutes les personnes qu'on accompagne, parce que vraiment, ça peut avoir un bel impact. C'est par exemple de venir juste faire vraiment l'état des lieux du temps que vous avez disponible sur la semaine, avant de chercher à vous faire une to-do list qui peut être des fois gigantesque, de venir vraiment vous dire, ok, bon, bah, en fait, quand j'enlève mes rendez-vous, quand j'enlève mes déplacements, quand j'enlève les visites, etc., il me reste tant de temps pour avancer. De venir vous lister ce que vous voulez faire, vous allez voir que du coup, il n'y a pas tout qui rentre, et de venir à ce moment-là faire le choix entre qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce que vous allez vraiment faire dans votre semaine, et qu'est-ce qui va pas passer, et comment vous pouvez le traiter. Un autre point, moi, c'est à ce moment-là que je viens programmer vos actions qui sont les plus importantes, vos actions qui sont celles où vous vous dites, ok, ça c'est le truc que je peux complètement procrastiner, et pourtant c'est le truc qui va le plus m'amener les résultats que je veux. C'est là que vous le programmez au moment où vous savez que vous êtes le plus efficace. Euh, ça peut être un point aussi. J'ai souvent ce retour de personnes qui me disent, mais attends, moi Laura, c'est pas possible, j'ai tellement d'imprévus, j'ai tellement d'urgence à gérer, etc. En fait, dès que je fais un planning, le problème c'est que ça dure 2 minutes et puis après il est déjà plus d'actualité, quoi. Et quelque chose que vous pouvez faire, c'est de pas forcément vous prévoir l'intégralité de votre temps de travail de la semaine. Moi, je garde un truc que j'appelle la zone tampon.
c'est 3 heures tous les jeudis après-midi. Et je prévois que pendant ce moment-là, je vais être en train de travailler, mais je prévois rien de spécial à faire. C'est-à-dire que quand les tâches que j'ai pas pu faire le lundi, là où j'ai pris le retard le mardi. Excusez-moi, je souris parce que vous le savez pas, mais on enregistre cet épisode un jeudi après-midi, donc Oui. je me rends compte qu'en fait c'est nous la zone tampon. Voilà, messieurs dames. Quand vous avez un podcast avec Félicitations, Tony vous que vous êtes voulez une zone absolument tampon. faire, Non, mais je le promets parce que je me dis, on a bousculé tous les autres imprévus et tu nous as calé dans ton emploi du temps. mais exactement, c'est exactement ça. Mais donc ouais, quand t'as pris du retard dans ta semaine, bah c'est ok puisque jeudi après-midi, zone tampon, tu vas pouvoir absorber. Maintenant que tu m'as fait ça et je vois ton petit sourire, j'ai envie de rigoler aussi. Tu vas pouvoir absorber toutes les choses sur lesquelles tu as pris du retard et quand même finir ta semaine en ayant fait l'essentiel de ce que tu voulais faire. La zone tampon, moi je dis 3 heures le jeudi après, mais en vrai ça peut être ajusté en fonction de chacun, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est vraiment à adapter dans votre situation, mais ça c'est des petites choses qui peuvent être mises en pratique assez rapidement et facilement et qui peuvent déjà avoir un gros impact sur votre sérénité et votre efficacité. Ouais. Et justement, par rapport à cette planification de semaine, tu vois, il y a souvent, on dit qu'on sous-estime énormément ce qu'on peut faire sur une longue période, mais qu'on surestime aussi énormément ce qu'on peut faire sur une courte Ouais. période. Donc, tu l'as dit, ouais, les gens vont s'en mettre une tonne, des to-do list à n'en plus finir. Mais ça peut être challengeant, justement, de trouver cet équilibre. Tu vois, quand tu dis, bon, bah, je sais pas, j'ai mes objectifs de l'année, Ouais. par exemple. Et tu vois, bon, bah, ok, je sais que je dois faire telle et telle et telle chose dans l'année. Mais là, cette semaine, putain, en fait, comment je fais, comment je priorise, comment est-ce que j'alloue, tu vois, le temps, en fait, toi, justement, est-ce que, tu vois, t'as ton truc annuel, parce que j'imagine que tu fais partie des gens qui ont des objectifs annuels, moi que je me trompe, mais quelque chose me dit que ça doit être du domaine du probable, C'est du et, problème. et comment tu fais la jonction, justement, entre cette très longue échelle de temps et Ouais. cette très courte échelle de temps que représente une semaine? En fait, effectivement, on peut partir d'objectifs annuels. On peut partir de plus bas, entre guillemets, de plus proche, selon comment les gens sont déjà en train de fixer leurs objectifs, à quelle échéance. Mais pour moi, c'est objectif annuel. Les objectifs annuels, ensuite, chaque trimestre, je viens définir des objectifs trimestriels. Donc, en fait, je me dis, et ça, c'est quelque chose que j'avais tiré du livre The One Thing de Gary Keller, qui est génial. Il a une façon très schématique de le représenter, qui est géniale aussi. C'est objectif annuel. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire ce trimestre pour que je sois dans les clous pour atteindre mes objectifs annuels. Donc de là, ça te donne des objectifs trimestriels. Une fois que tu as tes objectifs trimestriels, tu peux t'amuser, mais franchement, je le recommande pas parce que souvent c'est un petit peu de l'overkill, c'est-à-dire t'es pas forcément obligé de faire ça. Tu peux te dire qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci pour atteindre mes objectifs trimestriels. Ça te donne des objectifs mensuels. Moi, je saute cette étape-là et j'arrive directement des objectifs trimestriels. Je me dis, ok, pour être dans les clous là-dessus, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Il y a 2 approches possibles. T'as un petit peu la personne qui va aimer bien tout mapper, etc. Et moi, ça peut être mon cas des fois selon les périodes. Je fais pas systématiquement, mais quand je viens définir les objectifs trimestriels, du coup, je viens me faire un petit peu me mettre quelques jalons, tu vois, genre à la fin des 4 premières semaines du trimestre, il faudra en être là. À la fin des 8 premières semaines du trimestre, il faudra en être là. Pour avoir des petits jalons intermédiaires, avoir des points de repère pour savoir si t'es dans les clous ou pas pour faire ce que tu voulais faire. Et tu as la version un peu plus intense où tu peux venir te dire, ok, semaine 1, je dois faire ça et ça. Semaine 2, je dois faire ça et ça. Et tu viens te mapper, en fait, par rapport à tes objectifs, sur 12 semaines, à peu près quand est-ce que tu vas te faire les actions pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est la version quand tu veux vraiment aller un peu plus dans le détail ou quand tu as des objectifs plus complexes, des fois, qui sont avec plein d'étapes intermédiaires quelque part où tu as besoin d'avoir cette vision-là. Mais de base, pour moi, c'est objectif à l'année que tu transformes en objectif trimestriel et de là, tu viens te définir tes actions que tu vas faire chaque semaine pour atteindre ton objectif. Ouais. Et si vous êtes en train de vous dire, ah mais merde, j'ai pas d'objectif annuel, eh ben, il est jamais trop tard pour en faire. Et franchement, faites-en parce que c'est ce qui va faire la différence entre une année qui vous file entre les doigts et une année où vous aurez réalisé ce que vous voulez réaliser. D'ailleurs, que ce soit sur le plan, on parle pas que business, mais aussi argent, mais aussi argent. C'est le mec obsédé, quoi. Mais aussi voyage, enfin Ouais. santé, enfin tout ce qui est famille, tout ce qui est important pour vous, quoi.
C'est vrai que des fois, ça peut un peu faire peur. Enfin, on se dit, là, là, il faut prendre beaucoup de temps, etc. Mais dans un premier temps, pour ceux qui sont peut-être pas habitués à définir des objectifs, ça peut être juste un truc très simple, de venir prendre un peu de recul, de venir prendre une feuille de papier et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai juste envie de faire, par exemple, idéalement dans mon année ou dans mon trimestre. Et c'est vrai qu'on a tendance à venir se fixer des objectifs professionnels et des fois à complètement zapper les objectifs personnels. Et c'est un peu la logique de ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Donc plus tu vas définir que des objectifs pro, plus tu vas avoir une vie principalement tournée vers le pro, plus tu viens un petit peu trouver un équilibre entre les deux, plus ça va t'aider au quotidien aussi à rester dans cet équilibre-là. Mais ouais, et de commencer, juste pour ceux qui commencent avec des objectifs, le risque, c'est de se dire, je veux faire ci, je veux faire ça, et je veux faire ça, et je veux faire ça. Et tu m'as fait rire, Yoni, quand j'ai vu ta vidéo, justement, sur ton bilan de 2023, et que t'étais là avec ta feuille, justement, avec tes objectifs. Tu disais, moi, j'ai la feuille un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, les objectifs, ils étaient là. Ouais. Et tu partages deux trucs qui sont essentiels. Tu dis, bon, l'erreur première, c'est que je l'ai rangée quelque part et je l'ai oublié, cette feuille. Ouais. Et ça, je l'ai fait aussi. Et donc, un des trucs, justement, par exemple, chaque semaine, quand vous vous organisez, relisez vos objectifs. Et tu partages aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand je t'ai écouté. Je me suis dit, waouh, tous ces objectifs qui s'est calé. Il était chaud, quoi, Yoni. Et donc, le risque, c'est, on a tous tendance, je pense, à essayer de mettre beaucoup, beaucoup d'objectifs. Et moins on en met, plus ce sera facile, clairement. Et ce sera réalisable. Ouais, après, ça peut être intéressant. J'ai fait ce travail cette année, tu vois, en 2024, où j'ai d'abord listé, tu vois, tout le truc idéal, et après j'ai regardé le truc, je me suis dit, bon, ok, c'est humainement intenable, et j'ai pas envie de me tuer, tu vois, à ce projet. Donc après, j'ai commencé à les prioriser, et puis me dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment archi prioritaire dans chaque catégorie. Ça, je le garde. Le reste, on verra s'il reste du temps et du jus. Et d'ailleurs, puisque j'apprends de mes erreurs, j'ai après d'y couper en trimestre. Et tu vois, j'ai mes objectifs du trimestre ici, petite feuille qui est juste sous les yeux, tu vois, et je ne peux pas y échapper. Génial. Si je peux rebondir, rajouter un petit conseil par rapport à l'organisation de la semaine. Donc, tu vois, comme tu l'as dit, année, trimestre, semaine, ça fonctionne super. Et de base, dites non aux sollicitations. C'est-à-dire par défaut, dites non. Ouais. Sauf si on vous invite à un super podcast. Ouais. Mais à part ça, non. Et tu vois, j'en discutais avec Éric Larchevêque quand je l'ai rencontré, et je lui disais, mais en fait, comment tu fais ? Tu dois avoir des tonnes de sollicitations. En fait, parce qu'à ma petite échelle, tu vois, il y a plein de gens qui me proposent des trucs et des déj et des projets, des machins et des investissements. Et j'ai envie de dire un peu oui à tout, tu vois, enfin, au moins d'écouter tout le monde ou de discuter avec tout le monde. Et lui, il me dit, de base, je dis non à tout. Il répond no to all, tu vois, et puis, mais il envoie ça. Et après, peut-être que éventuellement. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de base de dire, en fait, voilà, on me propose un déj cette semaine. Enfin, je sais que si je bouffe à midi au resto, après, je vais être KO l'après-midi, donc je vais rien pouvoir faire. Donc, en fait, désolé, c'est non. En fait, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand, pour des personnes qui ont un certain volume, effectivement, de sollicitations, de base, d'anticiper et de communiquer sur ça. Par exemple, moi, je m'étais fait une règle à laquelle je déroge avec toi, en vrai, mais en fait, de dire non à toutes les demandes de podcast. Bon, c'est pas du tout le bon exemple. Donc, j'espère que vous vous sentez tout à fait honoré de la présence de Laura aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pas dans ce truc-là, parce qu'en plus c'est le contre-exemple, parce que je respecte pas ça, mais il y a pas mal de sollicitations que j'ai eues, du coup, où j'ai dit, sur le principe, en fait, j'arrête de dire oui pour des podcasts, parce que 1 heure par-ci, 2 heures par-là, etc. À la fin, c'est un temps quand même qui est, quand tu mets bout à bout, puis souvent il y a un échange préalable, et puis tu veux préparer un petit peu, donc t'écoutes le podcast de la personne, etc. pour bien faire les choses. En fait, un truc qui peut sembler petit, ça gonfle. Et quand il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on dit oui, à la fin, c'est ce qui fait la différence entre avoir le temps pour faire le plus important et passer à côté. Mais donc, dans l'optique de céder, moi, dire non, c'est quelque chose qui est très difficile. Bon, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes, hein, soyons clairs. Voilà, ok, d'accord. Mais moi, j'ai ce truc de j'ai envie de faire plaisir aux gens, plus vraiment, j'ai pas envie de... Bon, bref.
Donc, c'est très difficile. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de me créer effectivement des règles qui vont m'aider à dire non, en fait, plus facilement. Donc, par exemple, avec les podcasts, il y en a qui disent de base, je prends pas les sollicitations de tel truc, les sollicitations de partenariat, les projets, les propositions quand on t'envoie des emails avec des CV, ou ça peut dépendre vraiment. En fait, j'inviterais peut-être ceux qui nous écoutent à se dire quelles sont éventuellement les sollicitations que j'ai le plus, les choses sur lesquelles j'ai le plus de mal des fois à dire non, alors que des fois j'ai envie de dire non, et de venir un petit peu standardiser les choses. Et un conseil qu'on a pu donner à des personnes qui sont sursollicitées comme ça, c'est par exemple des fois de communiquer du coup direct sur ces règles-là. Ça peut être une signature d'email ou un message sur la page contact d'un site internet, ou quoi qui donne un petit peu les règles de voilà, on ne prend pas de sollicitation pour tel type de projet. Si vous voulez nous contacter pour tel type de projet, faites-le de cette façon-là. On répond aux emails de telle heure à telle heure ou à tel moment de la journée, mais on répond qu'une seule fois dans la journée. Bref, de venir un petit peu poser ce cadre-là parce que ça vient fluidifier les choses derrière. Au top. Alors, je vais te poser une question perso. Oh boy. Oh boy. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où ta vie a pivoté? Alors, un moment où ma vie a pivoté, c'est l'an dernier, début d'année. Il y a vraiment eu quelque chose qui, je sens, a eu un impact renouvelé, on va dire, sur moi. J'ai eu une période simplement où on a eu beaucoup de décès autour de moi. On a eu des personnes qui étaient proches, qui sont décédées, des personnes moins proches, des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des personnes malades, des personnes en bonne santé. Mais c'était la première fois de ma vie que j'avais un tel enchaînement. Et c'était la limite. Il y a une partie de moi qui a envie de dire du comique, mais alors que non, pas du tout. Mais où j'en suis arrivée à chaque nouvelle annonce de décès qu'on avait. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est une hécatombe. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et surtout, qui va être le prochain? Who's next? Mais vraiment, c'est ça, c'est un petit peu. Et à chaque fois, je me disais, en fait, à chaque nouvelle annonce, je me disais, mais je me sentais de moins en moins à l'abri. Et les personnes que j'aimais, je les sentais de moins en moins à l'abri, en me disant, mais ça peut vraiment tomber sur n'importe qui. Et de ce moment-là, ça a été un moment charnière quelque part, parce que ça m'a donné une appréciation nouvelle des choses. Quand j'étais vraiment dans cette période-là où je me suis dit, en fait, ça peut tomber sur n'importe qui. On le sait tous, hein, sur le papier. On le sait tous. On peut tous se faire renverser demain en traversant la rue. Mais c'est pas comme ça notre vie, on la vit pas en étant connecté à ça. Notre vie, on la vit en se disant, on va tous mourir à l'âge à peu près 80 balais et quelques. On a tous plein de choses à faire d'ici là. Et ça a été un moment où, du coup, ça m'a fait toucher du doigt à quel point ça, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. Et je suis venue apprécier beaucoup plus plein de choses que je prenais pour acquises, comme le fait de m'endormir à côté de mon mari le soir, ou de prendre un café avec mes parents, ou d'autres choses comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était déjà un sujet sensible pour moi, de par des expériences passées. Mais là, c'est venu me mettre un coup où il y avait encore des petites parties de moi, tu vois, qui se disaient « Oui, mais quand même, c'est ok, fais-toi 7 heures de travail, 8 heures de travail, c'est quand même le standard un petit peu général. » À la fin de ce truc-là, je me suis dit « Fuck it, je veux faire juste 5 heures de travail dans la journée, je vais les faire. Je veux prendre le temps pour passer des moments avec telle et telle personne, je vais le faire. Les vacances, c'est peut-être pas des fois le bon moment pour partir, mais c'est pas grave, on va les prendre quand même parce qu'en fait, à tout moment dans un an, on sait pas ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu ce petit moment, cette petite montée en pression qui est venue m'aider à, on va dire, lâcher encore du lest par rapport à certaines croyances résiduelles de quand même il faut travailler un petit peu plus que ce que je fais là, quoi, quelque part. Et ton univers ne s'est pas effondré? Et mon univers ne s'est pas effondré. Et même, j'ai envie de dire, j'avais cette résistance à passer vraiment à assumer le fait de travailler juste 5 heures par jour. Qui plus est avec des gens autour de moi qui me disaient oh là là, Laura, quand même, tu as certains objectifs business, c'est pas le moment de travailler 5 heures par jour, sors-toi un petit peu les doigts du popotin, désolé pour l'expression, et vas-y, quoi. On est choqués. Ouais, je sais que toi, non, mais les personnes qui nous écoutent, qui sait. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais un peu d'appréhension de ça risque de peut-être quand même me limiter dans ce que je peux faire. Et à quel point ça a été l'inverse, puisque j'ai gagné encore plus en créativité, en temps pour lire, absorber de nouvelles informations qui m'ont donné de nouvelles idées, de nouvelles perspectives,
J'ai kiffé beaucoup plus mes journées, encore un cran au-dessus. Donc, bon, bref, par exemple, oui, ça m'a aidé, par exemple, à ça. Et tu travailles aujourd'hui plus que 5 heures par jour? Ouais. Ok. Et C'est qu'est-ce que tu fais du c'est une reste, moyenne. justement? Donc, tu nous as dit que tu lisais un petit peu. Le Beaucoup, reste du c'est temps, bien. je lis, je peux écouter des podcasts, je peux sortir me balader, voir du monde. Je commence, mais je ne m'engage à rien, mais je commence à cuisiner. Enfin, bon, c'est principalement, moi, j'ai souvent été frustrée de ne pas avoir assez de temps pour lire. Je lis pendant mon rituel du matin, je lis aussi le soir. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important en plus dans mon activité. J'aime bien aller me nourrir de plein de choses comme ça. Et donc, il y a un gros temps qui est passé sur la lecture en plus, par exemple. Tu fais 5 heures one shot? Pas forcément. Alors, j'ai pas forcément de cadrage là-dessus. Ma journée du lundi, c'est 5 heures de rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe, par exemple. Enfin, non, pas 5 heures de rendez-vous, mais essentiellement, c'est là où je cale beaucoup de rendez-vous avec l'équipe ou d'autres rendez-vous éventuels. Tu vois, on a un rendez-vous lundi bientôt. Mhm. Et après, ça peut être des fois où je fais quasiment 4 heures one shot et un petit peu l'après-midi, ou alors je mixe complètement quand j'ai des grosses sessions de sport en milieu de journée. Mais l'idée vraiment, c'est 5 heures et je me rends compte qu'en fait, ça m'a obligé à être encore plus sélectif sur ce que je fais et ce que je fais pas. Ça m'a obligé à venir déléguer des choses en plus à l'équipe que je gardais par habitude, alors que c'était pas forcément nécessaire que ce soit moi qui les fasse. Euh, et je me rends compte à quel point, avant, malgré déjà tout le travail d'organisation que je faisais, il y avait quand même des moments, tu sais, où je suis devant l'ordi et je fais pas vraiment quelque chose de capital, tu vois. Mais je suis là en mode, non, mais de toute façon, je suis un peu dans un temps de travail, donc on va continuer à faire genre qu'on travaille, mais sans avancer sur des sujets importants. Donc c'est des moments où je me retrouve à répondre à des messages auxquels je devrais pas répondre. C'est des moments où je me retrouvais à aller checker mes emails alors que j'avais pas forcément besoin de les checker. Tu sais, tu remues un petit peu les choses. Tu prends un objet, tu le poses là, puis tu le remets à un autre endroit. Mais non pas que c'était une grosse partie de mes journées, mais il y avait souvent des petits moments comme ça qui venaient et ça m'a fait Ok, en enlever pas mal. ok, c'est cool. Donc 5 heures de travail. Mm. Quel est, dans ta vie, le plus gros challenge auquel tu as eu à faire face? Bon, je pense que je pense qu'il y a une grosse partie enfin, un truc qui me challenge au quotidien, c'est dans le développement de mon entreprise. Je passe quand même un temps et une partie de mon espace mental est dédiée à ça. C'est pas forcément du coup le challenge le plus peut-être incroyable que je puisse partager. Mais bon, c'est le truc qui me vient. J'ai pas un truc spécial qui me vient, si ce n'est ça. C'est un challenge filant sur toute ta vie. Enfin, c'est pas un challenge ponctuel, c'est un challenge qui s'arrête Ouais, jamais, ouais, quoi. ouais. C'est un sujet pour justement arriver à développer les choses euh, comme je l'entends, tu vois, avec le mélange. Euh, à la limite, tu vois, le fait, ça me fait préciser. Le challenge, bon, en fait, tout est lié hein, chez moi. Clairement, il y a un gros pattern. Euh, c'est d'admettre de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire et pas forcément comme je pense que les autres les valorisent. Ok. Tu vois, challenge, c'est les gens autour de moi valorisent certaines choses, gros business, etc., machin, certaines choses d'un point de vue du travail et d'un point de vue de l'entreprise. J'ai des personnes autour de moi qui valorisent ce côté hard work, ce côté plus, c'est toujours mieux. Et un vrai challenge, c'est d'arriver à entendre ça d'un côté, mais à quand même rester fidèle à ce que toi tu veux faire quand c'est pas forcément la façon de faire que les gens autour de toi auraient. Hmm. Et ça, quelque part, c'est le truc en filigrane que j'ai beaucoup eu dans le challenge par rapport au développement de l'entreprise. Ouais. Qui rejoint d'ailleurs un des regrets des 5 personnes, un des 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est en fait, d'arrêter d'écouter ce que les autres attendent de nous Ouais. et en fait faire les choix qui nous conviennent à nous-mêmes. Et c'est pas facile, c'est pas étonnant qu'il y en ait tellement qui regrettent ça à la fin. Non, mais clairement, clairement. Et puis en plus, quand on a une entreprise, enfin, tu disais que c'était ton challenge et que tu avais l'air de dire, ouais, c'est un peu pourrave comme Ouais, challenge. c'est clair. Mais en fait, non, parce que c'est un truc qui nous anime en permanence. Tu vois, ma partenaire, il y a pas longtemps, elle me dit, mais t'en as pas marre de lire des trucs là-dessus, d'écouter des trucs là-dessus, de faire que ça, que ça, que ça. Je lui dis, bah non, j'en ai pas marre parce qu'en fait, et non, en fait, j'en ai jamais marre. Et je pense que c'est un truc qui est commun aux entrepreneurs qui sont un peu passionnés, c'est qu'en fait, c'est un truc
En fait, qui peut nous durer toute une vie. Et effectivement, on se fait vite happer aussi par ça. On se fait vite taper. Et c'est pour ça qu'il y a tout un enjeu derrière à arriver à garder l'équilibre qu'on veut. Mais ouais, clairement, je suis comme toi. Je peux lire des choses sur ces sujets-là, voilà, à gogo. J'adore. Et ça fait des années et je pense que ça va continuer encore longtemps. Hein. Excellente transition, puisque je voudrais, comme tu lis énormément, je voudrais te demander quelles sont les recommandations de livres que tu pourrais nous faire. Alors, pas forcément les livres, tu vois, du moment, parce on a tous cette tendance aussi dans l'entrepreneuriat, tu vois. On a nos livres du moment, un petit peu, tu vois, où on se dit, ah, c'est chouette, ça a eu un impact. Puis, tu vois, puis un an ou deux après, bon, bah, ok. Ouais. Mais les livres, tu vois, que tu as pu lire, tu dis, ah ouais, il y a vraiment un avant et un après ce bouquin. Attention, Ok. elle est en train de lancer la main vers la pile de livres. non. Non, Non, c'était ça pas va. ça. Je savais que tu allais me demander des recos de livres. Je savais pas forcément avec ce filtre-là. Je m'étais noté des titres parce qu'il y a eu des trucs où je me souvenais plus des noms d'auteurs, mais je vais pas forcément parler de cela alors. Euh, Un avant et un après. Alors, ça va être des trucs en fait assez connus. Un avant et un après pour moi, il y a eu la semaine de 4 heures Ouais, de Tim Tim Ferriss. Ferriss. Vraiment pas original. Je pense qu'on est toute une génération de personnes à avoir quand même été quand même pas mal impactées par ce bouquin. Alors détrompe-toi parce que justement, en fait, nous, on est dans les entreprises du web et en fait, tout le monde lit les mêmes trucs et nanana et on est un peu consanguin, tu vois, en termes d'idéologie. Ce matin, j'étais avec 7 autres entrepreneurs qui sont d'univers complètement différents. Ouais. Et il y en a pas un qui en avait même entendu parler. Donc Ok. si ça se trouve, il y a 80% des gens qui écouteront cet épisode qui le connaissent pas. Très juste. C'est vrai que j'ai cette perspective-là, mais très juste du coup. Donc, semaine de 4 heures, Tim Ferriss. Génial parce que justement, enfin, tu veux que je développe ou pas? Je t'en Non. prie. Ok, d'accord. Tu Non, non, nous mais as mis dans ta zone tampon, tu développes si tu as envie de développer. qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Il a justement une vision du travail complètement décomplexée. C'est en mode arrêtez de travailler comme des dingues. Faites-vous des mini-retraites de un mois tous les 3 mois, ou je sais plus exactement le rythme qu'ils partagent, mais c'est vraiment une vision du travail complètement hors norme par rapport à ce qu'on nous enseigne, avec ce principe d'entreprise qu'il appelle des muses, qui sont des entreprises qui sont à monter, qui demandent très très peu d'entretien et très très peu de travail pour un maximum de retour sur investissement derrière. Bon, c'est dans l'idée un petit peu en tout cas, c'est bon d'avoir cette façon de penser, de réfléchir là, avec aussi des techniques de gestion du temps, etc. Pareil, qui sortent un petit peu des sentiers battus et très efficaces. Donc, celui-ci, clairement, il y a eu un avant, un après. Moi, c'est ce qui m'a lancé, pas dans l'entrepreneuriat, mais c'est ce qui m'a lancé sur le type de business que je voulais monter, sur le fait de pouvoir avoir une entreprise de formation en ligne, sur lesquelles j'allais parler de sujets qui me passionnent, qui allaient avoir un impact positif pour la vie d'autres personnes et me permettre d'avoir un équilibre de vie aussi plus facilement derrière. Et pour le coup, ce que j'aime bien dans ce bouquin de Tim Ferriss, c'est que c'est pas du mindset et des trucs, et c'est vraiment souvent des conseils qui sont actionnables et qui sont parfois qui font une petite diff. Hein. Enfin voilà, vous êtes peut-être en train de vous dire ouais, mais moi je suis pas entrepreneur, ça me parle pas. En fait, même pour les personnes voilà, qui sont même salariés, machin truc, il y a plein de manières en fait d'automatiser des choses, de se simplifier la vie. Et dans ce bouquin, on trouve plein de conseils qui sont actionnables, même dans la vie de tous les jours. Et ce bouquin, je me souviens d'un passage, et quand j'y repense, je me dis, mais le mec, il a vraiment été visionnaire. Il parle du télétravail avant qu'on ait eu un Covid au milieu qui en a fait quand même une norme de travail. Il parle de comment tu peux négocier, selon les métiers que tu fais, avec ton supérieur, le fait que tu aies plus de journées de télétravail, pour justement te permettre de, toi, avoir plus de souplesse après dans ton emploi du temps, etc. Enfin, il y a des choses où... Maintenant, il a été écrit il y a plus de 10 ans ou 20 ans, je sais pas. 15 ans, ouais, plus de 15 ans, facile. Hein. Ouais, 15 ans, je pense qu'effectivement, on y est. Et donc, bon, vraiment, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très pratico-pratique et concret. Moi, il y a eu un autre livre. C'est Miracle Morning de Hal Elrod. À l'époque où je commençais à lancer mon business et où justement, j'étais dans ce truc un petit peu de travailler. C'est le livre qui te partage un petit peu les bonnes activités que tu peux faire le matin quand tu te lèves, de préférence dans le livre très tôt, mais en vrai, bon, bah, on s'en fout, c'est pas forcément l'heure à laquelle tu te lèves le plus important, c'est la façon dont tu démarres ta journée et le fait de prendre un moment dans ta journée pour faire certaines choses en dehors du travail et de la logistique du quotidien. Donc c'est méditer, c'est de lire justement, c'est d'écrire, c'est de faire certaines activités comme ça.
moi en plus, donc non seulement ça a eu un impact réel dans ma vie, à l'époque je faisais pas du tout de sport avant ça, c'est le livre qui m'a permis de démarrer une activité sportive et de prendre ces habitudes que je ne connaissais pas du tout à l'époque et qui font aujourd'hui partie de mon quotidien depuis des années. En plus de ça, j'ai une petite histoire personnelle avec ce livre, puisque c'est ce qui m'a permis de me lancer dans la formation en ligne. J'ai écrit un article là-dessus qui a très très bien fonctionné, qui m'a fait passer à la télé, sur M6, sur France 2, en pyjama, évidemment, génial, parce qu'il fallait qu'ils me voient au réveil en condition. Donc j'étais en pyjama à la télé nationale. Ça a beaucoup fait rire les copains à l'époque. Qui m'a permis d'écrire un livre, puisque sa maison d'édition en France m'avait contacté pour me demander d'écrire un livre complémentaire au sien. Enfin bref, donc encore plus pour toutes ces raisons-là. Et ouais, non, déjà, je pense ces deux-là. Après, je peux en rajouter. Si tu veux, je peux en rajouter encore un ou deux, mais ce sera un cran en dessous. Ce sera un cran en dessous. Alors on reste. Moi, j'aime bien qu'on reste un cran au-dessus. Ok. Maintenant, j'ai 2-3 questions à la con que j'aimerais te poser. Voilà, c'est des trucs un peu plus légers. Quoique, tu peux choisir d'en faire des trucs lourds si tu le souhaites. Merci. C'est si tu étais payé à ne rien faire et que tu n'avais pas le droit de travailler, que ferais-tu de tes journées? J'ai pas le droit de travailler, donc même si c'est des choses que je kiffe faire dans mon travail aujourd'hui, je peux pas faire ça? Interdit. Ok. Alors, ok. Je passerai mon temps, à mon avis, pour te faire, il y a on va dire trois activités phares. Je passerai mon temps avec des personnes que j'aime, mon mari, famille. Bon, ça c'est un peu, on s'en fout, c'est pas forcément le truc le plus rigolo. Je passerai mon temps à lire des choses sur la vie après la mort. Sur Ok. tout ce qui est vie après la mort, tout ce qui existe aujourd'hui, qui nous renseigne sur ça, mais qui est pas forcément admis officiellement, alors que des fois il y a des personnes qui sont des médecins et tout qui en parlent. J'ai une vraie fascination, je pense, pour ça. Tu Que sais je d'où elle développe. vient? Oui, je sais deux trois trucs. Je pourrais te dire deux trois trucs en off, mais mais ouais. Donc On veut des détails. Ah, c'est sans doute perso. Je vais pas envahir ton intimité. Non, mais donc je pense que tu vois, si j'ai vraiment pas le droit de faire. En vrai, je me suis posé cette question de qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un facteur. Et je ferais ce que je fais aujourd'hui, je pense, parce que j'aime vraiment ça. C'est juste que je me prendrais moins la tête sur certaines choses d'un point de vue marketing, résultats, etc. Mais si effectivement j'ai le droit de rien faire de ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, c'est passer du temps justement avec les gens que j'aime, de me documenter et de peut-être aller rencontrer des personnes, d'aller sur certains, enfin vraiment sur ce truc de la vie après la mort et derrière de voyager tout simplement, je pense, c'est tellement cool. Voilà. Super. Je t'ai mis un petit truc funky quand même au milieu. Bien réel. Et si tu n'avais pas besoin de dormir, qu'est-ce que tu ferais de ton temps supplémentaire? Cette fois-ci, tu as le droit de travailler si tu veux. Oh, waouh. J'adore. Moi, je pense que je lirais. Je passerais du temps à lire en plus. Tu lirais encore plus de livres sur la vie après la mort. Et à regarder Netflix. Tu finirais par en crever et au moins tu aurais l'occasion d'aller vérifier par toi-même. Je serais le guide de l'autre côté en mode alors les gars, ça c'est par ici, ça c'est par là. Non, ouais, je pense malheureusement, vraiment, si je te réponds et j'essaie de pas prendre diplôme pour répondre, mais les deux premiers trucs qui me viennent, c'est si c'est la nuit, tu vois, et que les autres personnes sont en train de faire quelque chose, mais que moi j'ai rien à faire à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Je serais en train de lire et regarder Netflix. Ce qui est pas forcément la bonne chose. Parfait. Et question bonus. Si tu avais le choix, mais t'as droit à un one shot, à qui est-ce que tu mettrais ton poing sur la gueule? Oh waouh! J'aurais dû m'attendre. S'il y a un podcast dans lequel je peux entendre cette question, je pense que c'est le tien. Non pas que tu sois quelqu'un de violent, je le dis, mais pour le Et côté, je prends ça comme un compliment. Ouais, voilà. Non, vrai, prends-le effectivement comme un compliment. À qui je mettrais mon poing sur la gueule? Et ne nous dis pas ton mari, hein, parce qu'il risque d'écouter l'épisode. Raph, si tu écoutes, on te passe le bonjour. Non, alors je suis biaisée parce qu'on a parlé de tous ces sujets-là, donc je pense que ma réponse, elle est biaisée par rapport à ça. Mais des fois, même si
Alors, toi, t'es pas politiquement correct. Moi, j'ai un truc qui me pousse à essayer d'être politiquement correct quand même, et on le voit directement. Même si j'ai aucun jugement de valeur sur la personne et que je la connais pas et tout, quand je vois les stories de Gary Vee, justement, en mode hustle, 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 j'ai envie de dire, bah ouais, j'ai envie de lui en coller une, de lui dire un peu un petit ta gueule. Même si ce monsieur a fait énormément de choses, bien plus que moi. Voilà, tout ça. Mais bon, On je a pense réussi à que obtenir une réponse. Et j'étais pas super optimiste sur mes chances d'obtenir une réponse. Et je te félicite je te pour y remercie. avoir, pour y avoir répondu. Laura, on s'approche de la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas évoqué? Non, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon quand même là, hein. On a fait un petit tour d'horizon, je te le confirme. On va bientôt se quitter, mais tu nous as dit que tu pouvais éventuellement nous partager ton plan d'organisation de la semaine. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent? C'est toujours d'actualité et je t'enverrai un lien que tu pourras mettre juste en dessous de l'épisode ou je sais pas comment tu vas faire. Effectivement, normalement, c'est pas quelque chose, un outil qu'on partage publiquement, mais pour ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir télécharger gratuitement du coup l'outil que je me suis fait, l'outil que j'utilise pour programmer chacune de mes semaines, planifier chacune de mes semaines en 30 minutes. Ça fait plus de 7 ans maintenant que j'utilise cette méthode et je ne peux plus m'en passer. Et c'est ce que partagent aussi quand même un certain nombre de personnes qui commencent à l'utiliser. Donc, si vous voulez tester justement de vous organiser votre semaine grâce à cet outil-là, vous allez avoir la possibilité de le faire. Trop bien, merci. Et on vous mettra le lien dans la description. Laura, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Je te souhaite de travailler peu et de faire toutes les choses, toutes les choses que tu aimes et d'avoir tout le temps dont tu rêves et de lire tous les bouquins qui existent. C'est un bon résumé. Merci Yoni, c'était un plaisir. À bientôt.